Bonjour et bienvenue à ce cours sur conflits et sécurité. Et nous allons commencer par une introduction générale sur la sécurité internationale et les conflits. Et donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc introduction à la sécurité internationale et aux conflits. Nous allons voir d'abord les concepts autour de la sécurité internationale et ensuite les conflits armés avant de tirer quelques conclusions. Alors, les définitions relatives à la sécurité, politique de sécurité, prenons par exemple celle de Knowledge Platform, protéger les intérêts territoriaux, économiques et politiques de l'État-nation en utilisant les principales ressources de l'État telles que les forces militaires et de sécurité intérieure. Donc les menaces contre ces intérêts sont souvent perçues comme des ennemis externes ou internes. Autre définition, c'est la protection contre les menaces, les dangers, les risques de nature militaire ou préoccupations géopolitiques traditionnelles concernant les conflits interétatiques, l'équilibre des pouvoirs et les désaccords territoriaux. La sécurité qu'on qualifie parfois de dure, hard security, exige des militaires comme principaux agents de défense. La sécurité douce, donc soft security, dépend, elle, des planificateurs, de concepteurs de politique, des experts qui sont des civils. Donc c'est l'obligation, la différence entre les militaires et les civils. Alors il faut revenir évidemment comme source à l'État traditionnel, l'État westphalien du XVIIe siècle, avec principe de souveraineté de l'État-nation, la non-ingérence des autres dans les affaires intérieures de l'État, mais parfois on peut assister à des formes de partage du pouvoir ou de souveraineté conjointe, ce qui a été le cas lorsque la France et la Suède, par exemple, ont exercé leur souveraineté sur certaines principautés allemandes. Et puis à partir du concert européen, le Congrès de Vienne de 1815, on va voir ces principes développés pour former la base des relations internationales. La protection de l'intégrité territoriale, donc des frontières, l'équilibre des pouvoirs, qui a été un peu la base des relations internationales au XIXe siècle, mais en même temps la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Et puis la préservation du statu quo politique intérieur, évidemment, puisque ce concert européen était une réaction aux guerres napoléoniennes qui remettaient en cause euh, les monarchies. Et puis avec l'État moderne défini par Max Weber, on a les ingrédients, la communauté politique qui revendique un monopole sur la violence, donc l'emploi éventuel de la force, dans une zone géographique, un territoire, mais qui exige une autorité légitime et légale sur sa population. Et puis, donc, cette opposition entre sécurité dure et douce, elle a été aussi commentée par ce diplomate qui était le euh, directeur général des Nations Unies à Genève pendant plusieurs années. Il a noté que ce qu'on considère habituellement comme des menaces graves, comme la guerre interétatique ou le terrorisme, peut et souvent être alimenté ou exacerbé par des menaces dites légères ou la sécurité molle, telles que le manque de développement, les violations massives des droits humains, les urgences humanitaires ou le changement climatique. Il y a donc une corrélation entre les deux grandes formes de sécurité. Et quand il évalue les menaces à la paix ou à la sécurité internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies discute de questions qui ont été qualifiées de questions de sécurité douce, les civils, les enfants dans les conflits armés, le rôle de la société civile dans la prévention des conflits, la prolifération des armes légères, le sida, l'énergie et le climat, et que les opérations
de paix des Nations Unies, qui sont principalement des opérations militaires, soutiennent en même temps les transitions vers la paix, le renforcement des institutions et le droit, donc une démonstration du lien entre les menaces douces et les menaces dures. Alors maintenant, très brièvement, parlons des conflits armés, parce que ce sont ces conflits armés qui vont généralement influencer le plus la sécurité internationale. Alors, il y a évidemment un grand nombre de définitions, euh, notamment par des universitaires, comme celle-ci, l'apparition d'une différence d'opinion ou d'intérêt, si ce n'est que, dans ce cas-là, le conflit peut rester non violent, il ne va pas aller jusqu'à l'escalade vers le conflit armé. Cette définition, la lutte entre les besoins, les souhaits, les idées, les intérêts des personnes qui sont incompatibles ou en lutte. Donc, il y a cette notion d'incompatibilité ou d'opposition qu'on va retrouver dans beaucoup de définitions. Cette définition, c'est un désaccord entre individus ou groupes, chacun essayant de faire accepter son point de vue ou ses objectifs par rapport aux autres. Donc, il y a cette idée d'influence, de domination. Euh, le gouvernement suisse a mis au point sa propre définition comme une interaction incompatible entre au moins deux acteurs dans laquelle l'un des acteurs subit un dommage et l'autre acteur cause ce dommage intentionnellement ou l'ignore. Donc c'est important d'avoir cette référence aux dommages, aux souffrances subies par des parties à un conflit. Autre définition, mais qui est plutôt une typologie, hein, les conflits intrapersonnels, intérieurs, euh, interpersonnels entre les personnes, intergroupes entre différents groupes sociaux et interorganisationnels, donc ils peuvent évidemment impliquer les conflits entre États. Il y a cette notion de processus interactif qui va se manifester par cette incompatibilité, ce désaccord ou la dissonance au sein ou entre les entités sociales qui peuvent inclure des États. Et cela peut se produire lorsque des êtres conscients, des individus ou des groupes, souhaitent accomplir des actes mutuellement incompatibles concernant leurs désirs, leurs besoins ou leurs obligations. Alors, je fais juste une petite parenthèse à propos de cette notion d'incompatibilité. Il faut voir que ce n'est pas nécessairement quelque chose de définitif, parce que si c'était définitif, on pourrait oublier tous les efforts de résolution des conflits. Alors, il y a une définition juridique des conflits armés à cause de l'application du droit international humanitaire. Et cette définition a été donnée ou rappelée, synthétisée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1995. Premier premier type de conflit, un conflit armé existe chaque fois qu'il y a un recours à la force armée entre États. Ça peut être entre deux États ou entre plusieurs États. Et là, on est dans ce qu'on appelle la catégorie des conflits armés internationaux. Ou bien un conflit armé prolongé. Notez cette notion de prolongation qui n'existe pas pour les conflits interétatiques, lesquels interviennent euh, dès lors qu'il y a un recours à la force armée. Donc un conflit armé prolongé, soit entre les autorités gouvernementales de l'État et les groupes armés organisés, soit entre de tels groupes armés au sein d'un État. Et là, on se trouve dans la catégorie des conflits armés non internationaux ou des conflits internes. Le droit international humanitaire, ou droit des conflits armés, va s'appliquer dès l'ouverture de ces conflits armés et s'étendre au-delà de la cessation des hostilités jusqu'à la conclusion générale de la paix ou, dans le cas de conflits internes, jusqu'à ce qu'un règlement pacifique soit atteint. Alors, les conflits armés ont évolué au fil des années, des siècles. Depuis 1945, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les conflits interétatiques qui ont cédé la place aux conflits internes. Regardez
le nombre euh, de guerres entre États, ici la courbe rouge, qui a connu des hauts et des bas, qui malheureusement connaît une nouvelle résurgence avec la guerre en Ukraine, mais à côté, les guerres civiles, les conflits internes ont été beaucoup plus nombreux et restent toujours prédominants. Si on parle du nombre de victimes, alors là, ce sont des travaux d'historiens très fouillés qui remontent à euh, très loin, mais en l'occurrence pour les conflits récents depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit apparaître la différence entre le total militaire et civil par rapport au total des militaires. Et donc la tendance, c'est que le nombre de victimes militaires va diminuer considérablement, alors que le nombre de victimes civiles va augmenter considérablement. Alors, il y a différents types de réponses aux conflits armés qui peuvent justement aider à revenir à renforcer la sécurité internationale. Il y a ce qu'on appelle la consolidation de la paix qui intervient après que le conflit armé a dépassé une phase violente, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler de cessez-le-feu, voire de négociation de paix. Et là, il y a tout ce travail de consolidation de la paix. Donc c'est pour réduire le risque de chute ou de rechute dans un conflit au moyen du renforcement des capacités nationales de gestion des conflits et pour poser les bases d'une paix ou d'un développement durable. Processus complexe, à long terme, de création des conditions nécessaires à une paix durable. Ces mesures concernent les questions clés sur le fonctionnement de la société et de l'État pour renforcer la capacité de l'État à remplir ses fonctions avec efficacité et légitimité. L'objectif euh, de la consolidation de la paix et de la résolution des conflits, c'est d'arriver à une paix durable. En anglais, sustaining peace, sustainable peace, qui englobe toutes les activités visant à empêcher un conflit d'éclater, de s'envenimer, de se poursuivre ou d'éclater de nouveau. Alors, j'aurais dû commencer par là, évidemment. Le premier échelon dans la réponse au conflit, c'est la prévention des conflits. C'est une approche diplomatique qui implique des activités, des stratégies pour préempter ou neutraliser les déclencheurs potentiels de conflits. Donc c'est une action pacifique, diplomatique. Si malheureusement cette action a échoué, on se trouve dans le conflit et à ce moment-là, il va falloir le gérer, ce conflit. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion des conflits. C'est l'élimination des actions violentes liées à la violence, mais on va laisser le conflit se traiter au niveau politique. Donc, on verra que, par exemple, cette gestion du conflit, elle va se traduire par un déploiement de forces multinationales, hein, des forces de maintien de la paix, mais les efforts de résolution du conflit, ils vont intervenir à un autre niveau et peut-être plus tard. Et cette étape de résolution du conflit, c'est un processus informel ou formel utilisé par deux parties ou plus pour trouver une solution pacifique à leurs différends. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la pacification. Donc, c'est une forme de traitement des conflits qui peut comprendre des actions diplomatiques, amener les parties à un accord, les bons offices, la médiation. Mais il peut y avoir aussi l'imposition de la paix qui implique des mesures coercitives, y compris le recours à la force militaire autorisée par le Conseil de sécurité pour restaurer la paix et la sécurité. Donc, c'est ce qu'on appelle les opérations dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. Et puis, les opérations de maintien de la paix, donc, qui peuvent faire partie de la gestion des conflits, le peacekeeping, des déploiements de forces nationales ou multinationales pour contribuer à contrôler et à résoudre, faciliter le passage à la résolution des conflits armés réels, potentiels, entre États ou au sein d'États. Alors voilà ce cycle du conflit ou cette courbe du conflit où on voit les différentes étapes, à quelle étape peut intervenir la prévention des conflits, la gestion des conflits, la résolution des conflits et enfin la consolidation de la paix.
Alors, que peut-on en conclure? C'est que la sécurité dure ou nationale et la sécurité humaine, dite soft security ou sécurité molle, ne sont pas incompatibles. Sécurité dure dépend de l'environnement de sécurité, des perceptions de la menace. Pour mieux assurer la prévention des conflits, la gestion des conflits ou la résolution des conflits, il faut en comprendre les causes profondes. Donc, c'est tout le rôle de l'analyse des conflits. Les conflits incluent souvent des violations des droits humains, des personnes, des groupes qui recourent à la violence faute de tout autre moyen d'obtenir le respect de leurs droits. Les conflits interétatiques dominent, mais sont souvent exploités ou entretenus par des acteurs étatiques extérieurs, y compris d'ailleurs sous l'influence des exportateurs d'armes, qui ont intérêt à maintenir les conflits. Et les mécanismes et ressources existants peuvent aider à stabiliser les conflits, mais sont généralement insuffisants pour l'approche globale nécessaire, qui est celle de la paix durable. En tout cas, la réponse militaire aux conflits et aux menaces de sécurité échoue le plus souvent. Les conflits armés sont aussi anciens que l'humanité, mais dans toutes les civilisations, des normes ont été édictées pour limiter leur impact sur les populations civiles et non combattantes. Donc c'est le droit international humanitaire qui a permis de distinguer entre les conflits armés internationaux et non internationaux. Et dès l'arrivée de l'État moderne, la plupart des conflits armés ont été entre États, mais ça n'a pas empêché de nombreuses guerres civiles d'avoir lieu. Depuis la Deuxième Guerre mondiale et la fin de la guerre froide, la majorité des conflits sont intra-étatiques, internes, et du coup, la majorité des victimes des conflits armés sont des civils, 90% par rapport à 10% de militaires. Donc c'est l'inverse euh, complet par rapport à la situation, par exemple, de la Première Guerre mondiale. Et avec la guerre en Ukraine, on assiste à un retour des guerres interétatiques qui causent malgré tout une majorité de victimes civiles. Et puis une tendance à l'internationalisation des guerres civiles du fait d'interventions d'États tiers.